deux neuroscientifiques qui ont mesuré, surtout le deuxième d'ailleurs, le poids philosophique de la plasticité neuronale. Alors, j'en arrive à ma deuxième partie, qui est le point de vue de la philosophie des sciences. Premier point, l'explication. Alors ici, c'est un peu... Je vais très vite, hein, c'est sans doute un rappel pour certains d'entre vous. Mais si vous voulez, quel est le schéma classique de l'explication en biologie moléculaire? Comment explique-t-on que l'hémoglobine capte l'oxygène dans le cerveau, dans le poumon, pardon. Hein. Bon. Mais tout simplement, c'est comme du macramé. Si vous voulez, une protéine, c'est l'hémoglobine, qui a une forme particulière, complémentaire de l'oxygène, et quand il se rencontre, plac, l'oxygène est pris par le cerveau, par l'hémoglobine. Mais comment explique-t-on la forme de l'hémoglobine? C'est une séquence linéaire des acides aminés. Comment explique-t-on la séquence linéaire des acides aminés? C'est la séquence nucléaire des nucléotides dans l'ADN. On est dans un déterminisme absolu. Francis Crick, qui avec Watson en 1953 a eu le prix Nobel pour avoir découvert la structure de l'ADN, est passé dans les neurosciences et développe l'idée que d'ici peu, ce seront les neuroscientifiques qui vont résoudre tout. Puisqu'on est déterminé. Si vous voulez, il transpose dans le domaine des neurosciences le schéma de base de l'explication en biologie moléculaire. Première information, en biologie moléculaire, ce schéma ne fonctionne plus. Bon, c'est un autre type de problème. Mais deuxième information absolument décisive, c'est que si voilà, j'en arrive ici. S'il est vrai, hein, dans la partie gauche, l'ADN détermine la forme de la protéine détermine la fonction, la propriété de la protéine. Bon, et détermine le comportement, pour dire les choses autrement. Si vous transposez ça au niveau du système nerveux, effectivement, l'ADN détermine la structure du système nerveux, hein, mais à partir du moment, et c'est bien la structure du système nerveux qui vous permet de lire quand vous avez appris à lire, mais apprendre à lire, ça veut dire quoi? C'est structurer son cerveau pour pouvoir le lire. Mais ça veut dire très concrètement que la séquence linéaire qui est à la base du déterminisme biologique est complètement impertinente dans le champ des neurosciences. Vous avez un système en retour dans le champ des neurosciences que vous n'avez pas dans la plupart des autres domaines biologiques. Vous avez donc... Qu'est-ce qu'on fait quand on est enseignant et qu'on apprend à lire, quand on est mathématiques, qu'on apprend du piano, qu'on joue au football? On structure son cerveau, la connectivité fine de son cerveau se stabilise sur les circuits qui correspondent à la réponse correcte. Comment on fait pour contrôler un ballon qui arrive du... Il y a tout un mouvement d'accompagnement et tac, on fait ça 50 fois et il est enregistré. Ça veut dire que, une chose que j'ai oublié de vous dire dans mon empressement, c'est que l'apprentissage dans le champ, dans le cas de Needleman, une fois que vous avez une connexion qui a été utilisée, elle est stabilisée. Et si vous y retournez, elle est renforcée. Ça correspond exactement à ce que disait l'oratrice précédente. Donc vous êtes dans un registre où quand vous apprenez, vous structurez vous-même votre cerveau à certains égards. C'est fascinant comme processus. C'est absolument fascinant comme processus. Mais alors, si ça marche comme ça, ça veut dire que le déterminisme biologique radical est scientifiquement indéfendable. Je prends mes responsabilités, alors que pendant les années 80-90, on nous a cassé les oreilles avec l'explication de la nature humaine en fonction du génome humain. Lorsque vous travaillez en neurosciences, vous dites c'est de la rigolade. Enfin, j'exagère un peu. Hein. C'est clair que le génome détermine de manière radicale des choses, mais lorsqu'on arrive au niveau du comportement humain,
Si vous voulez comprendre la structure fine, la connectivité fine du cerveau d'un individu humain qui a 20 ans, vous devez au moins savoir quelle est sa langue maternelle, par exemple. Donc, je suis en train de vous dire que le cerveau est autant un produit culturel qu'un produit biologique. Autrement dit, si on voit les neurosciences comme mettant en danger, si vous voulez, la liberté, parce que les neurosciences seraient dans la logique d'une causalité linéaire depuis le niveau ADN jusqu'au niveau comportemental, eh bien c'est un schéma qui est tout à fait non pertinent dans le cadre des neurosciences. C'est déjà pas mal comme étape. Seulement, c'est insuffisant pour parler de liberté. C'est insuffisant pour parler de liberté. Pourquoi? Écoutez, si vous n'êtes pas déterminé, si on renonce à une détermination radicale par la biologie, il reste la détermination radicale par la culture, le langage. Il y a des auteurs qui vous parlent du langage comme précisément « ça parle en moi, je ne parle pas, je suis parlé par le langage ». Donc le langage peut très bien être une structure complètement déterministe et le sentiment de liberté une sorte d'illusion. Comment aborder cette question? Nécessairement un peu rapidement. Je reste dans la logique de la philosophie des sciences. Kant, le grand bonhomme Kant, dans la troisième antinomie de la raison pure, j'écourte, d'accord? Kant pose la question de savoir est-ce qu'il y a antinomie entre la causalité et la liberté? Alors c'est intéressant parce que c'est un mec qui pousse les intuitions au bout. Mais il dit, je ne vais pas rentrer dans la terminologie antinomie, mais il dit en fait, prenons une thèse qui dit il y a liberté. Prenons l'antithèse qui dit il n'y a pas liberté. S'il y a liberté, c'est quoi la liberté pour Kant? C'est la capacité d'initier une nouvelle chaîne causale. Je vous rappelle que Kant, on est au XVIIIe siècle, on est après Newton. Kant est un newtonien et à l'image d'un monde avec un système de causalité strictement déterministe. D'accord? Bon. Est-ce que tout le monde est comme ça, dit Kant? Si il y a une causalité complètement intégrale, il y a une sorte de remontée vers l'infini. Et ça, c'est difficilement compréhensible. Il doit bien y avoir un commencement quelque part. Donc, d'une certaine manière, l'idée d'une causalité absolument totale, ça nous fait remonter à l'infini. Par contre, l'idée d'une capacité d'initier une chaîne causale est tout aussi étonnante. Parce que le monde se caractérise quand même par... on est dans le monde de la physique, bien entendu. Le monde se caractérise par une sorte de régularité. Le soleil se lève, on explique, etc. Donc, la causalité, si vous avez la capacité d'inaugurer une chaîne causale, mais vous avez arrivé devant un monde complètement incoatif, un monde complètement... Ça nous fait une belle jambe de dire c'est le bon... Là, si vous avez un orage, mais si vous dites c'est le bon Dieu qui est de mauvaise humeur, c'est peut-être sympathique, mais dans les faits, ça veut dire que vous êtes à la merci de l'arbitraire absolu. Bon, autrement dit, Kant dit, aussi bien la thèse que l'antithèse sont indéfendables. Autrement dit, la question de la liberté nous met devant un indécidable de la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance. Pour dire les choses simplement, personne ne sait et personne ne peut savoir. Ça fait partie des limites de la raison pure théorique qui nous permet de connaître. Personne ne peut savoir si on est libre ou non. Mais, dit Kant, il n'y a pas que la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance. Il y a aussi ce qu'on appelle la raison pratique. Les humains se cassent la tête pour savoir quels sont les critères d'une action bonne. Ça, c'est un fait aussi évident qu'un match de football. Pour quelqu'un qui réfléchit un peu, la condition humaine se caractérise effectivement par la recherche des critères d'une action bonne. Comment pouvez-vous comprendre que des humains se cassent la tête sur les critères d'une action bonne s'ils n'ont pas le choix? Il faudrait qu'ils soient un peu cons, hein? Bon. Mais Kant dit, étant donné que la raison pure théorique, en tant qu'elle donne accès à la connaissance, nous est devant un indécidable,
en fonction de la raison pratique, je décide que nous sommes libres. Le comportement de l'humain est incompréhensible si vous ne présupposez pas la liberté. On ne le sait pas. Mais il n'y a pas que la raison qui nous donne le savoir, il y a la raison qui nous permet de réfléchir sur l'éthique, et il y a aussi la raison herméneutique. Mais enfin, je reviendrai à ça plus tard si vous le souhaitez. Première conclusion des deux premières parties. Première conclusion des deux premières parties. On peut déjà affirmer que le comportement humain n'est pas complètement déterminé par le biologique, puisqu'il y a une circularité avec le culturel. Première chose, c'est une affirmation forte. Et Kant ajoute que la détermination par le culturel, une détermination totale par le culturel, conduirait quelque part à des incohérences. Ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que ça veut dire être libre. Enfin, si, quand même. Mais dans le dialogue avec les neurosciences, on avance. Je reviendrai aux neurosciences après, vous verrez.